Et voilà, on vous accueille dans notre vaisseau pour ce nouveau numéro de Plus ou Moins Geek, le seul magazine de l'univers qui revient sur 50 ans de culture geek et plus en 52 minutes. Une petite date pour vous le prouver, 1963, naissance du cinéma gore avec le film Rurik Bloodfist. Voilà, il est temps que je vous présente tous les autres, ceux qui entourent Rurik autour de cette table, avec la journaliste RL, le romancier Laurent Kessy, le réalisateur et auteur Sébastien Rassia, qui travaille toujours en binôme avec Fred Molas, et Rurik Salé, notre journaliste, chroniqueur, comédien, compositeur de talent. On retrouvera un petit peu plus tard dans l'émission François, notre spécialiste talent web. François qui est cascadeur à ses heures perdues. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez la série télé Punky Brewster, Nicky Larson, la série animée, mais aussi le film American Flag, l'interview carrière du réalisateur de Commando, Baptiste et Nico, qui enquêtent sur le déplacement du corps et de l'esprit. Une enquête geek sur l'e-sport, Laurent plongé au cœur des utopiales, le réalisateur de court-métrage F Manga et l'incontournable Shopping List. Rejoignons maintenant David et son équipe. C'est pas une spéciale Rurik parce que j'ai parlé de cinéma gore, mais on commence quand même avec toi. Rubrique cinéma avec Rurik. Et tu vas nous parler de Joséphine Ange Gardien. Oui, c'est bien vrai, j'en parlais il n'y a pas plus longtemps que tout à l'heure avec mon voisin. En fait, j'ai un film très gore à vous. Voilà, si vous avez moins de 87 ans, je vous propose de ne pas regarder ces images, mais les autres, regardez tout de suite. De quoi il s'agit? Oh, on dirait Jackie Chan. Jackie Chan et dans la place. ses potes en train de sauter. Qu'est-ce que c'est que ce film bizarre? À quoi est-ce que ça ressemble? Peut-être bien, pas du tout, mais peut-être un peu quand même à Nicky Larson. Voilà, il s'agit de l'adaptation. Et alors ça, je vais en parler. Oh, il y a voilà. tout. Oh là là, il y a tout. C'est énorme. Gary Daniels. On peut faire toute une émission sur ce film. Regardez-moi ça, des ninjas rouges, c'est toujours les mêmes acteurs, bien entendu. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire. C'est donc un film de Wong Jing, l'adaptation donc... Oh là putain, ça c'est mortel. Richard Norton, le méchant, voilà. Donc c'est Nicky Larson, l'adaptation... On sent que t'as pris ton pied là. Tu vois, oui, j'ai pris mon pied. Tu regardes le truc là. Et je l'ai jeté là-bas, j'irai chercher tout à l'heure d'ailleurs. Donc c'est signé Wong Jing, d'abord. Wong Jing, qui est-il? C'est une espèce de grigou de Hong Kong, une sorte de Roger Cormans. Vraiment, je rajoute le Z au bout parce que c'est important. Alors, à la Hong Kong, c'est-à-dire 70 milliards de films par an. On est acteur, producteur, réalisateur, scénariste. On n'arrête jamais de travailler tout le temps. Mais toujours un peu grigou sur les bords. Il exploite des trucs, il fait des films un petit peu sexy, quelque chose. Alors quand ça marche, il en fait 15. Et puis quand il peut, bien sûr, racheter les droits pour pas cher pour faire un City Hunter Nicky Larson avec Jackie Chan, il le fait. C'est un grigou à tel point que Jackie Chan, qui a fait ce film, déteste ce film. Et que quand le film est sorti, il a dit, c'est de la merde. C'est de la merde. Et l'autre a répondu, il a dit, écoutez, de toute façon, Jackie Chan, il fait pas la moitié de sa cascade. En plus, il arrête pas de boire et il couche avec toutes les femmes. Voilà. Donc les mecs s'engueulent tout le temps. Ça dit donc. Voilà, c'est ça, c'est Nicky Larson. Mais alors, du coup, c'est complètement barré. Quand vous regardez le film, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a souvent une sorte de un mur blanc éclairé avec des couleurs pas mal, mais c'est juste de l'éclairage ou alors un rideau. Et ça se passe dans un bateau, non? Ça se passe essentiellement dans un bateau. J'imagine que Wong Jing avait un voisin qui avait un bateau. Il s'est dit, tiens, je vais faire Nicky Larson dedans. Tu peux t'en prêter un week-end, s'il te plaît? C'était le bateau de Bernard Tapie. C'était celui-là, le Fosséa, bien sûr. Hein. Donc, en fait, il se passe un peu tout et n'importe quoi. C'est surtout un film très cartoonesque, très bande dessinée-esque, comme je sais que t'aimes bien cette expression. Voilà, il se passe vraiment n'importe quoi. Jackie Chan est complètement barré. Il y a des combats contre des adversaires qui viennent d'un peu n'importe où. Alors, bien sûr, les méchants, c'est qui? Des Occidentaux. On est à Hong Kong, nous n'oublions pas. C'est Richard Norton, qui est un vrai fighter, arts martiaux, etc., l'un de ses hommes de main. C'est Gary Daniels. Gary Daniels, c'est un mec qui a une petite carrière dans la série B. C'est un champion, je crois, de kickboxing ou full contact, et qui est d'ailleurs dans Expendables, premier du nom. C'est l'un des hommes de main de Eric Roberts. Mais il méritait pas d'être sur l'affiche. Il méritait pas d'être sur l'affiche, non. Il est connu, mais c'est plus, il doit être un pote de Stallone, etc. Ça n'a ni queue ni tête, c'est vraiment super cheap, mais Jackie Chan est vraiment en forme. Il fait des cascades à la con, c'est vrai. Et surtout, le seul moment vraiment qu'on retient, parce qu'honnêtement, j'ai même du mal à vous dire où il y a cette scène. C'est vraiment le moment où tu te dis pourquoi. Et d'ailleurs, Wong Jing a recité ce jeu vidéo dans un film plus tard. C'est qu'il y a un moment où Jackie Chan débarque dans une pièce où il y a Gary Daniels. Gary Daniels lui met un coup de pied. Jackie Chan atterrit dans une borne d'arcade. Donc il se prend l'électricité. Alors ça, c'est l'occasion de lui faire son petit côté Charlie Chaplin avec trois pauvres effets. Et il se transforme en tous les personnages de Street Fighter. Voilà. Et Gary Daniels en face, qui est blond déjà d'origine, se transforme en Ken. Et là, vous avez cette scène où vous dites, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a les musiques du jeu, les sons du jeu, les attaquants, enfin tout est respecté à la lettre. C'est encore mieux que les vrais films Street Fighter. C'est la meilleure adaptation de Street Fighter sur 3 minutes. Et c'est ça en fait, c'est la meilleure adaptation de Street Fighter dans Nicky Larson. Est-ce que c'est fidèle au manga Nicky Larson?
Alors ça, Alors là, faut nous demander à nous tournons Morgane, vers hein. Eren, notre spécialiste et joli Non, beau. rien que le look du personnage, ça Non, mais en fait, c'est plus un film sur Street Fighter, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ouais, c'est En fait, tout le monde dit Nicky Larson, c'est mortel. T'as vu la séquence de Street Fighter? Oui, c'est exactement ça. Il a acheté le nom et voilà, il a fait un film. Alors, en parlant de nom, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que d'abord, faut dire vraiment le meilleur personnage, c'est quand Jackie Chan fait Chun-Li. Il fait Ouais, la fin, C'est quand il gagne, exactement- Oui, mais il fait le ciseau retourné en plus. complètement, quand il avec des effets Z, mais ça marche parce que c'est tellement parodique. C'est un film parodique jusqu'au bout, vraiment. Et vous avez un truc assez marrant, c'est que Jackie Chan est actionnaire de Mitsubishi. Donc quand il a dit oui, je fais le personnage de Honda, Mitsubishi, ils ont fait attendez, Honda c'est notre concurrent, vous l'appelez pas Honda. C'est énorme. Et il s'appelle Hyundai dans le film. parce que voilà, Jackie Chan, il a des actions dans tous les trucs. Hein. Ça doit lui appartenir un peu, ça aussi. Hein. Donc d'abord, David Fressino Un est peu en comme partie Bernard Tapie, la possession de Jackie Chan. Bien sûr, et du faussaire. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder ce film en se disant... Ne serait-ce que pour la scène. Ne serait-ce que pour la scène. C'est cheap, mais c'est rigolo. Alors, on va suivre les aventures de Laurent. Cette fois-ci, Laurent est la star de l'Inside. Il sait lui aussi fermer les portes avec sa jambe, mais il ne nous le montrera pas. On retrouve Laurent aux Utopiales. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. On est devant le centre des congrès de Nantes où ont lieu les Utopiales. Et les Utopiales, c'est le festival international de la science-fiction. Et sur tous les supports. Donc il y a du cinéma, il y a de la littérature, il y a de la bande dessinée, il y a des expos, il y a des conférences. Et moi, ce que je fais là-dedans, c'est que j'anime des conférences, je parle à des tables rondes, je dédicace. Ça va être super, quoi. Venez. Et oui, nous voici en région nantaise pour THE événement qui excite Laurent depuis des semaines, voire des mois. Un événement auquel il se rend chaque année avec un plaisir non dissimulé, le coquin. Car Laurent a une vie bien remplie, lui. Et non, ce n'est pas qu'une voix off. Alors ici, on est au bar, c'est le lieu stratégique des Utopiales et c'est là où on rencontre tous les gens intéressants, dont Jérôme Vincent qui est éditeur. ActuSF. Exactement. Et qui est aussi l'éditeur de l'anthologie officielle des Utopiales. Alors c'est quoi cette anthologie? En fait, chaque année, on fait l'anthologie avec les auteurs qui sont invités au festival. Il y a une petite sélection. Cette année, il y a des nouvelles inédites de Neil Gaiman, de Robert Charles Wilson, d'Ayordal, de Pierre Bordage, d'un certain Laurent Kessy aussi, qui est vachement bien. Il paraît qu'elle est hyper bien. Ouais, avec Xavier Mauméjean. L'idée, c'est véritablement que les gens qui puissent avoir l'anto aient une sélection vraiment de textes des auteurs invités puissent se régaler. Et en plus, c'est vrai que ça fait quand même la 4e année qu'on fait ça. Comme il y a à la fois des auteurs anglo-saxons et des auteurs français, ça donne une espèce d'image de ce qui se fait en science-fiction et en imaginaire aujourd'hui, quoi. Voilà. On peut la commander sur ton site, l'anto? On peut la commander sur le site. Elle est dans toutes les bonnes librairies de France. Si elle n'est pas dans votre librairie, c'est pas la peine d'y retourner. Et puis, évidemment, elle est là au bar des Utopiales. Ok. Bon, il faut que je te laisse parce que j'ai une conférence sur Philippe Cadic. Ça tombe bien, dépêche-toi, c'est bien, c'est un bon auteur. Tout de suite, je vais à une table ronde qui s'appelle l'Android qui écrivait. Et c'est une table ronde sur Philippe Cadic. Donc, je vais parler avec tous mes amis spécialistes. Voilà. À tout à l'heure. Ce qu'a dit Norman est très important, la multifocalisation dont il parlait, la multiplicité des points de vue, c'est un truc très important chez lui, dont il a usé, abusé. Je trouve qu'en termes d'écriture, il arrivait à un point où vraiment il commençait à ouvrir des portes littéraires j'aurais été très intéressé de voir ce qu'il allait faire après. Moi, je trouve ça très intéressant, au contraire, la fin de carrière. Bon, la table ronde est finie, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et maintenant, il faut que j'aille dédicacer des livres. Enfin, j'espère que je vais en dédicacer. On est devant la librairie et donc j'y vais tout de suite. Les Utopiales, dont la première édition s'est déroulée en 1998 et qui réunit près de 50 000 visiteurs passionnés de SF et de fantastique, dont le désormais reconnu comme un automate dément reprogrammé à la mi-temps. J'ai lu le prologue et je l'ai embarqué, il est dans mon sac à l'hôtel, mais j'ai oublié de le ramener. D'accord. Hop. C'est archi. Le sofa, là, c'est pas mal. Ouais. Marouflage? Non, c'est pas ça? Et alors, vous l'avez lu, le recueil? Ouais, j'ai bien aimé. Bon, si vous revenez, c'est que... Ah oui. C'est Nosferatu. L'a reconnu, c'est le du jeu. Laurent Kessy. J'espère que tu ne t'es pas fait offrir un exemplaire, Rurik. Parce qu'aux Utopiales, prévoyez un petit budget. Il y a de tout, du neuf, mais aussi du collector. Présentation par Laurent.
Là, on est devant l'expo Amazing Science qui parle des pulps et de la science des pulps. Et là, il y a des exemples de vrais pulps. Les pulps, c'était les revues du début du siècle, fin des années 20, 30, 40, très populaires et dans lesquelles la science-fiction américaine est née. C'est assez rare d'en voir, voilà. Et je trouve ça très très beau, moi. C'est assez fascinant. Ici c'est cool parce qu'il y a plein de collections en fait, dont des vieilles collections que j'adore. Il y a plein d'ailleurs et demain par exemple. La collection un peu de prestige de l'âge d'or de la SF française et anglo-saxonne. Et le club du livre d'anticipation aussi, qui étaient des livres qu'on commandait. Il fallait s'abonner, on ne trouvait pas dans les librairies. Et ça c'est vraiment des bouquins assez rares. J'en ai pas beaucoup, si vous voulez me faire des cadeaux, voilà c'est le moment les gars. RL, David, si vous voulez m'acheter quelque chose. Et puis on trouve aussi des autres petites collectes que j'adore. J'adore celle-là, la collecte Titre SF. On retrouve ce titre de Philippe-Joseph Farmer, dont j'ai parlé à un autre moment dans l'émission, qui est un livre un peu porno sur Tarzan et Doc Savage. Voilà, celui-là il est vraiment super bien. Voilà, ici c'est un peu pour les gros nerds de vieux bouquins comme moi, quoi. Laurent qui a toutes ses habitudes aux Utopiales. J'ai mon rond de serviette au bar de Madame Spock, qui est le bar des Utopiales. Allez, et d'ailleurs, tu vas y croiser souvent RL, mais ça, vous le saurez dans les prochains épisodes. Et en attendant, vous allez avoir RL tout de suite en vrai sur ce plateau. Rubrique culture japonaise avec RL. Voilà, si je vous dis XYZ, vous voyez de quoi je veux parler? L'alphabet. Non. Chromosome. Alors, Des pour ceux qui lettres n'ont de pas encore l'alphabet. trouvé la réponse en image, ce sera plus simple. Voilà. En fait, je vais parler de City Hunter. Nicky Larson. Nicky Larson. Eh oui, oh là là. Parce qu'il paraît qu'il y a une adaptation avec Jackie Chan. Tu nous en parleras après. Tu nous en parleras s'il te plaît, oui. Et on se rappelle, alors là, c'est le générique japonais. Voilà, parce donc que il t'aimes pas s'appelle nous Ryo mettre les- Saeba en japonais. T'aimes pas nous mettre les génériques Mais non, mais français, parce alors- qu'effectivement, Nicky Larson, C'est vrai. Nicky Larson. Personne. Mais on retrouve quand même le design dans celui-là du générique de Cat Size. C'est vrai, t'as raison. Hein, avec un peu les ombres, tout ça. Donc ça accompagne Laura en français, voilà, qui s'appelait Kaori en japonais. Il y a 140 épisodes, 3 films et 3 TV special. Et en fait, Oh, TV Special. TV special. Et en fait, 140 épisodes, c'est pas beaucoup. Le réalisateur, il a travaillé sur Detective Conan. Ceux qui connaissent, il y a déjà plus de 700 épisodes quasiment. C'est un truc de 700 ouf. épisodes. 140, c'est tout petit à côté. Hein. Et peux-tu me pitcher juste pour mon plaisir Alors, cette série? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Ryo Saeba, Nicky Larson, est un tueur à gages. Et en fait, il va rencontrer sa compagne Laura. Et du coup, il va un peu changer de métier. Il va devenir ce qu'on pourrait appeler un sweeper. C'est un espèce de nettoyeur. Il va essayer de nettoyer le Tokyo du crime. Voilà, donc il va prendre plus ou moins tous les jobs qu'on va lui demander en mettant l'annonce XYZ sur le... C'est la même version dans le manga que dans l'animé. C'est-à-dire que dans l'animé, Alors, il rencontre Laura parce que son meilleur ami, Oui. qui était le frère de Voilà. Laura, meurt. Ça, c'est un détail finalement parce que ça fait 2 épisodes, un truc comme ça. C'est C'est pour assez montrer aux court. gens que je la regarde aussi. C'est le D'accord. Punisher en gros quoi, il tue les méchants. C'est un peu ça, il prend un peu tous les contrats, surtout si la fille est jolie. Le manga par S'il contre est est mignon. beaucoup plus sombre, il est aussi plus osé puisque, bon, on se le cache pas, c'est un coureur de jupons. Mais en fait, Très censuré en français. Ouais, alors ça c'est censuré. assez étonnant aussi parce qu'effectivement là j'ai une anecdote culture C'est vrai. japonaise une fois dans l'année, donc j'en profite. C'est qu'effectivement c'était diffusé quand même pour nous, série pour enfants. Et notamment, je me rappelle que Nicky Larson devait emmener une fille dans un love hotel. Et dans la VF, c'est devenu un restaurant végétarien. Alors qu'il y a des meufs déguisées en Ouais, bonnie comme ça qui mais circulent je à peux des pas plateaux. les faire à l'antenne. En fait, dans le manga, c'est vraiment un personnage très complexe qui est en souffrance, notamment quand il tombe amoureux de Kaori, puisqu'en fait, c'est une histoire d'amour, en fait, City Hunter. On s'en rend pas forcément compte, mais il est amoureux de cette femme et en même temps, c'est quelqu'un qui a un passé vraiment sombre et c'est quelqu'un de dangereux. Et puis, bon, en même temps, c'est quelqu'un de sensible. Il a de la compassion pour ses clientes, mais peut-être un peu trop. Il sait pas trop bien le montrer, donc il passe plus de temps à leur courir après, à leur faire des avances. Alors j'ai une question justement, je parlais de la VF, mais par exemple quand il remplace le mot balle par le mot boulette, ou le « ouh là là, il va me faire bobo ». Alors ça, Comment Tu toi le tu fais le mal, vis? c'est. Frère, Il va me Vas-y. faire bobo. Voilà. Comment toi tu le vis? Parce que toi je sais que tu me dis toujours c'est City Hunter, ce n'est pas Nicky Non, alors, Larson. City Hunter, Nicky Larson, c'est un des rares avec peut-être Ken, où on a une VF qui est tellement inventive que finalement, elle peut se considérer Ah, elle est bien. en tant La que VF, telle. elle est quoi. bien. Les noms des Elle est unique. Mais c'est bon, alors, les on peut noms regarder des les méchants, les noms des méchants, Raoul, Marcel, André. Raoul, André.
Mamut. D'ailleurs, en parlant de Mibozu, puisque c'est son nom original, Tsukasa Ojo, l'auteur, aime bien faire des clins d'œil entre ses séries. Et sa série d'avant, c'était Cat Size. Et Mammouth travaille dans le bar. Dans le café. Cat Size, avec sa compagne Mickey. Et l'inverse aussi, Cat Size travaille à Mammouth. Et il y a un clin d'œil dans la série. Le Gonzo de la honte, qui n'était pas Gonzo. Et donc, il y a un clin d'œil encore dans la série d'après qui s'appelle Angel Heart, où en fait, l'héroïne reçoit le cœur de Kaori, qui donc, dans une espèce de monde parallèle, Kaori meurt, et donc l'héroïne... C'est un monde parallèle, c'est pas la suite? Alors, Tsukasa Ojo se défendra en disant que c'est pas tout à fait le même monde, c'est pas tout à fait une suite, en fait, c'est vraiment plus un clin d'œil qu'un spin-off. Elle trash la suite quand même, parce que t'as Laura qui meurt et du coup Nikki qui est... Voilà, mais a priori défendrait la thèse que ce serait un monde parallèle, ou peut-être aussi pour pas blesser les fans de City Hunter, qui seraient après hyper malheureux. Une dernière petite info. Voilà, on se souviendra évidemment du marteau 5 tonnes, 10 tonnes, 100 tonnes, variable à loisir. Qu'il y a dans le film d'ailleurs. Du bazooka. Jackie Chan se prend un coup de marteau. Hein, c'est peut-être le seul truc en commun en fait. Eh ben écoutez, je vais vous voyez, chers amis, on reste dans la violence avec une interview carrière consacrée à Mark Lester. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Oh, tu aimes les gros muscles? Tu aimes quand un scénario fait boum, bam, bim? Rencontre avec le réalisateur Mark L. Lester. Qui c'est? Si je vous dis Commando avec Schwarzenegger, ça doit vous parler. Et Mark est plein de surprises. D'ailleurs, c'est Rurik qui les a recueillis. Comment as-tu commencé? J'ai débuté pendant la période anti-guerre en 69-70 et je m'intéressais à la politique. Alors j'ai commencé par faire des documentaires contre la guerre. Puis j'ai enchaîné avec un film intitulé Trisha's Wedding, un film politique sur la Maison Blanche sous Nixon. Il a été très controversé. Tous les acteurs étaient des drag queens qui jouaient le rôle des gens de la Maison Blanche. C'était une parodie qui a été beaucoup vue et très discutée. Ça a lancé ma carrière. Puis je suis passé de la politique au divertissement. Et j'ai commencé à faire des films de drive-in. C'était passionnant pour moi, car je regardais des films au drive-in pendant mon enfance. Et voir son film sur ces écrans, c'était super. Il y avait un gros marché. On pouvait faire un film à petit budget et il sortait partout en salle. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, ils sortent en vidéo. C'était vraiment une super période. Ça cogne et ça rigole chez les routiers est un de mes préférés. On en parle encore, c'est un film rigolo. Et aujourd'hui, il faudrait des millions de dollars pour filmer ces conduites en camion. C'est en 1981 que sa carrière quitte les drive-in en proposant le classique The Fun House, alias Massacre dans le train fantôme de Tobe Hooper. Si vous n'aimez pas les clowns, c'est mal parti. Tobe Hooper m'a donné un synopsis d'une page et j'ai financé tout le développement. Puis Universal a mis de l'argent pour que le film se fasse et il a été tourné à Miami. C'est un des premiers films que je faisais avec un autre réalisateur parce que je tournais déjà Roller Boogie en 79. Et les deux sont sortis en même temps. Donc, il a fait le film tout seul. Le premier film à le lancer comme réalisateur est devenu un classique de la série B horrifique, Class of 1984, où dans un futur proche, un prof va se friter sévère avec des jeunes. C'était vraiment le plus gros film que je n'avais jamais fait. À l'époque, il m'a permis de passer un cap. Et j'ai tout fait dessus. J'ai écrit le scénario avec Tom Holland, j'ai réalisé, produit, c'était mon idée. C'était exactement ce que je voulais faire. C'est un film parfait dans son genre. Il fonctionne encore. Et je suis justement en train de faire le remake. C'est un scoop que je vous donne. Je viens de décider d'en faire le remake. Pour le rendre plus moderne, plus violent, c'était un film prophétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est presque sage par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Ce film était donc une percée. Après, j'ai reçu un appel de Dino De Laurentiis qui l'avait vu et m'a embauché pour faire Firestarter, Charlie en VF. Puis ensuite, j'ai fait Commando et d'autres films de studio. Et puis arrive Schwarzy. Ouais, je l'adore. Il est très pro, très facile à vivre. C'était son deuxième film. Il a avoué à la télé qu'il avait eu une relation avec une des filles.
Il est super, c'est agréable de bosser avec lui. On a essayé de mettre un peu d'humour dans son jeu, comme des répliques à la James Bond. Que fais-tu quand tu portes ta casquette de producteur? Je vais faire un film intitulé Dragons of Camelot, qui sera un film de SF fantastique. C'est vrai qu'en général, je me contente d'en produire des tas pour Sci-Fi. J'ai produit Lost Colony, Simbad et le Minotaure, La Belle et la Bête, Yeti, tout un tas de téléfilms de ce genre. J'ai fait aussi Sunsharks, ou un film qu'on vient de finir, Jurassic Attack. Je fais donc plein de téléfilms fantastiques, mais en tant que producteur. Parle-nous de Showdown Little Tokyo, un film qui associe Brandon Lee et Dolph Lundgren comme deux inspecteurs adeptes du coup de tatane qui se frottent à des yakuza. J'ai adoré. J'aime aussi beaucoup ce film. Il venait aussi d'une de mes idées. J'avais lu des articles sur les yakuza à Los Angeles. Et j'ai trouvé que ce serait une super idée pour un film. Il y a une grande scène dans les bains, avec les yakuza tatoués de la tête aux pieds. Et ça commençait à coûter cher de leur faire leurs faux tatouages. Alors j'ai passé une annonce demandant des Japonais tatoués pour tourner dans un film. Et là, entre 50 et 60 types se sont pointés, de vrais Japonais tatoués. Pendant mes recherches, la police disait qu'il n'y avait pas de Yakuza à Los Angeles. Mais après le tournage, ils voulaient les noms des gars du film. Et ils me harcelaient pour que je leur donne la liste des gens dans la scène de bain. Et j'ai répondu, non, ils vont me tuer, ce sont des Yakuza. Je croyais qu'il n'y en avait pas à Los Angeles. Et tu ne leur as rien donné? Non, non, je leur ai rien donné, donc tu as encore tous tes doigts. Ouais, ils sont tous là. Rurik et Marc ne pouvaient pas ne pas parler de Steven Seagal, bien entendu, que Marc voulait pour un film. Alors je lui ai proposé Dans les griffes du dragon rouge. Il devait y participer, mais il m'a fait peur. Je suis allé chez lui et il a sorti tous ses flingues pour les poser sur son bureau. Il a dit « Je bosse pour la CIA, je peux assassiner des gens ». Donc j'ai dit On vous conseille de voir Charlie, adapté de Stephen King, ou Ptérodactyle, avec le rappeur Coolio. Si. Mark Lester, alors comment est-il? J'aime bien te poser la question quand tu as rencontré des gens comme ça. Qui est donc écoute, Mark il a Lester, des dents très blanches, qui à mon avis sont totalement naturelles, ça je peux te le dire. Non, Mark Lester est très calme, il est marrant, c'est un gars qui a eu une incroyable carrière, il est très iconique, et puis au bout d'un moment il s'est mis à produire des séries B un peu, bon... Ça fait 15 ans qu'il fait des films que personne ne regarde, 15-20 ans. Mais il est marrant, il avait cette anecdote sur Steven Seagal. Il avait... non, il est incroyable. C'est un personnage très calme qui roule sa bosse, etc. Et bah, écoute, très low profile, on va dire. Et ben, je vais enchaîner sur quelqu'un qui est calme et qui roule sa bosse. C'est au tour de Laurent. Rubrique BD et romans avec Laurent. La BD la plus obscure que j'ai pu trouver. Encore plus obscur que les précédentes, évidemment, parce qu'elle n'est même pas traduite en français. On va même demander d'éteindre la lumière. Voilà, c'est très obscur. Elle n'est pas traduite en français. C'est une BD américaine qui s'appelle American Flag, dont on va voir quelques images, je pense. Ça va vous donner une idée. Flag. Voilà, Flag avec 2 G, parce que c'est le nom du héros qui s'appelle Ruben Flag. Ruben. Il se bat avec. C'est marrant, Voilà, on voit quelques planches. Oui, il y a vous voyez que c'est très, très graphique, j'y reviendrai tout à l'heure. Encore City Hunter. Voilà, et c'est dû à Howard Chaykin. Howard Chaykin, il n'est pas très connu en France, il y a eu ses Shadows qui ont été traduits. Il y a eu quelques trucs, il bosse pour Marvel en ce moment. Ici, personne ne connaît American Flag parce que ça a été publié chez un plus petit éditeur et parce que ça n'a jamais été traduit ici. Et moi, j'adorerais que ça a les marché Français, là-bas. Ça a marchoté, disons oui, il y a eu quand même 50 numéros, il y a eu une deuxième série, ça a marché, mais c'est surtout, ça a été hyper influent. Et beaucoup de gens, même des auteurs de SF littéraires, ont été marqués par American Flag. C'est une BD. Beaucoup de gens croient que le fait d'utiliser une case qui représente un écran de télé et dans lequel on voit un présentateur vient de Dark Knight de Frank Miller, alors que ça vient de American Flag de Howard Chaykin. Et le ton, c'est sombre aussi comme alors non, c'est quand même adulte parce qu'il y a un peu de sexe. L'histoire, c'est Ruben Flag qui vit sur Mars parce que le gouvernement américain, après plusieurs guerres mondiales, on saisit un peu le background au fil du temps, le gouvernement américain a émigré sur Mars. Ruben Flag, qui est la star d'un holo TV show, c'est-à-dire une série télé en holovision avec des hologrammes, se fait virer
parce qu'on a trouvé un moyen de remplacer les acteurs par des personnages comme ça, un hologramme, mais dirigés par des ordinateurs. Donc il a plus de boulot, il se fait virer et il est drafté chez les Plexus Rangers, qui sont la force de police de l'ancienne Amérique, quoi, de ce qui reste de l'Amérique, et qui est dirigé par une grosse corporation qui s'appelle le Plex. Évidemment, Ruben Fleck, quand il arrive dans cette espèce de centre commercial où tout le monde vit à Chicago, la ville de Chicago est presque quasiment entièrement un centre commercial, toutes les femmes se pâment devant lui, donc il a pas mal d'aventures sexuelles. Et à côté, il a des aventures, des intrigues policières, quoi. Il y a une station de télépirate, un peu comme dans Vidéodrome. Il y a un chat qui parle, un chat génétiquement modifié avec des pattes en métal qui parle. Donc c'est vachement bien, c'est très graphique. Shaking bosse avec un lettreur qui s'appelle Ken Bruzenak, et auquel il demande de vraiment participer. Ken Bruzenak. Ken Bruzenak, à l'époque, en plus, on fait le lettrage à la main, on n'a pas les ordi et tout ça. Et c'est un des premiers auteurs qui prend la dimension graphique de la planche et qui ne l'utilise pas simplement pour la narration, mais c'est vraiment des œuvres, ces planches. Le lettrage est hyper important. Parfois, le décor n'est que du lettrage. Mais c'est hyper beau, c'est hyper efficace. On ne parle jamais des lettreurs. Hein. Ben voilà, Bruzenak, il est hyper... Oui, excusez-moi, c'est pas ici qu'on va en parler, de ces gens-là. Je suis lettrophobe. Voilà, et Shaking, il a coutume de dire que American Flag a lancé sa carrière et a brisé son deuxième mariage parce qu'il bossait tellement que voilà, il avait plus de temps. Marié à son art. Voilà, il a fini par travailler à la télé, après il a bossé sur Viper, la série de voitures, sur Flash, la série télé, Invasion Planétaire. Qu'est-ce qu'il a fait, scénariste? Ouais, Flash. Et Mutant X, il était showrunner de Mutant X. D'accord. Voilà, il est revenu à la BD. Oui, c'est pas plus mal, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai une dernière question. 45 rue Poliveau, il y a une boucherie qui s'appelle la boucherie Jambier. Qu'est-ce que c'est que cette boucherie? Jambier. Une dernière chose, je m'adresse à mes amis éditeurs. Mais j'ai pas ma réponse. Jambier, la grande vadrouille. Ah ouais, voilà. Je m'adresse à mes amis éditeurs. J'ai beaucoup d'amis éditeurs. Il faut traduire American Flag et je suis prêt à le faire à un bon prix. On peut négocier. Allez, le temps que Laurent mène ses investigations et ses négociations, tout de suite une enquête geek et on s'intéresse au e-sport. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Je m'appelle Pouilleux. Alors, je m'appelle Nicolas Goguet. Mon pseudo, c'est Sibelius. Donc, au sein de la SLE, je suis président de l'association. Mon pseudo, c'est Eniko. Maintenant, je suis plus sur l'axe commentateur. Je suis responsable de League of Legends, en fait des tournois League of Legends. Et je suis un pro gamer. Les amis, aujourd'hui, je vous propose de faire du sport. Non, ne fuyez pas, nous n'avons pas retourné notre veste à plus ou moins geek. Bienvenue dans l'incroyable monde du e-sport, où la pratique du jeu vidéo mode multijoueur donne lieu à des parties et des tournois les plus endiablés. Le e-sport, c'est le sport électronique, c'est-à-dire que c'est le sport au travers du jeu vidéo, qui, si on se prend une base un peu comme le football, où il y a des tournois, des ligues, des championnats du monde, etc., et ben, il existe exactement de la même manière pour les jeux vidéo. C'est vraiment une compétition avec une élite, des joueurs professionnels, exactement comme le sport qu'on a l'habitude de voir un peu plus traditionnel. Pas besoin d'être informaticien pour jouer, il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas. Le jeu vidéo, c'est avant tout une passion, un plaisir qu'on découvre soit sur des vidéos, soit avec des personnes qui nous en parlent. Le côté e-sport, c'est de rencontrer des personnes qui ont la même passion. Et de pouvoir parler un petit peu le même dialecte. Avec Getray qui doit faire l'exploit, situation de 1v3, Crossfire, côté des Very Games, on contrôle la bombe, on l'a entendu. Getray, et c'est Smith qui conclut le round. Allez, le réveil des Very Games qui mettent au GR. Le e-sport existe depuis déjà, honnêtement, plusieurs années. Nous, ça fait déjà 10 ans qu'on organise ça, donc ça a commencé, on organisait des LAN parties de 100-150 joueurs au départ. On est maintenant plus sur un schéma de 400-600 personnes. Actif sur la scène en France, je pense qu'on peut parler de centaines de personnes facilement, peut-être un petit millier je dirais. Vraiment avec tous les jeux, parce qu'il y en a quand même pas mal, ça commence à venir. Je dirais un bon petit millier de personnes qui travaillent activement sur des événements comme la Paris Games Week ou plein d'autres, la Japan, etc. Et même du coup online, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font online avant d'être sur un événement comme ça. Donc ouais, je dirais bien 1000 personnes. La console, on va être sur du Call of Duty ou du Street Fighter, voire du Tekken Tag 2 Tournament. Au niveau des PC, on va être sur du League of Legends, du Counter-Strike, on va faire du Dota 2, on va avoir du Shootmania et StarCraft 2. Après chaque partie que tu vas jouer, tu vas analyser ta partie.
Déjà, ça va te permettre d'analyser ton adversaire, que tu pourras retrouver potentiellement dans des tournois, soit online, soit offline. Et ça va te permettre vraiment de cibler tes erreurs et savoir comment progresser. Si tu joues pour jouer, ça sert absolument à rien. Tu vas pas avancer ou très lentement. Alors que là, c'est vraiment, faut avoir un esprit critique. Et en effet, il y a des ligues qui permettent d'accéder, en fait, d'obtenir des points lors des événements de LAN qui se passent un petit peu de partout en France. Et ces points permettent d'accéder à une finale du championnat de France, qui permettent par la suite d'accéder à des tournois européens et mondiaux. Alors ça c'est bien fait, il ferme un petit peu en sorte de wall, du coup il s'empale un petit peu, mais il y a quand même énormément les marines qui sont en train d'être... Oh là là, les marines qui ont été un petit peu split, mais tard, les Benny qui ont fait beaucoup de dégâts au final du côté de chez Moment, ça ne passera pas. En France, des grosses teams, je dirais qu'il y en a les 5, vraiment, teams professionnelles. Après, il y en a pas mal derrière qui seraient plus semi-professionnels. Mais ouais, je dirais 5, avec, donc c'est des grosses écuries en général qui ont un site internet, une web TV, donc ce qu'on appelle une web TV, ça va être, c'est un peu le concept de la télé, mais du coup sur l'ordinateur, donc sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, l'évolution justement de l'e-sport en France est un peu différente de l'évolution dans d'autres pays, voire dans d'autres continents, puisque dans des pays comme l'Asie ou même les États-Unis, on est sur des événements qui sont vraiment gigantesques, avec des centaines de millions d'euros dépensés, soit en termes de dotation pour les joueurs, soit tout simplement en termes d'organisation. Je pense que si on est comme ça un petit peu à la traîne, c'est vraiment un problème de mentalité en fait. Les jeux vidéo sont assez mal perçus relativement et surtout tout ce qui va être du coup niveau professionnel. Joueurs professionnels, on est plus caractérisé comme des gros geeks, on sort pas, on n'a pas de vie, ce genre de choses. C'est vraiment des gros clichés qu'on retrouve en France et qu'on ne retrouve pas forcément en Allemagne, aux États-Unis ou même du coup en Corée où ça marche très très bien. Et ça déjà c'est un premier frein je pense. On espère que ça va devenir vraiment quelque chose de très gros. Un peu comme ce qui se passe dans d'autres pays nordiques européens. Pour moi, ça va exploser. C'est le pari que je fais également, vu que je me lance dedans. Ça peut que marcher. Quand on voit l'ampleur que ça prend, ça se multiplie. Le nombre de gens qui s'y intéressent, ça n'arrête pas tous les jours. Il y en a de plus en plus. On le voit assez facilement là. Déjà en un an, moi ça fait un an que je suis dedans maintenant. Et la scène a complètement changé. Il y a beaucoup plus de gens, les événements, tout le monde vient. Donc, je pense que dans 10-15 ans, ce sera vraiment reconnu comme un vrai sport. Je pense qu'on va reconnaître les professionnels dans ce métier dans tous les pays. J'espère qu'en France, on sera au niveau aussi. Et sachez que d'après plusieurs estimations, on considère que 500 000 personnes se donnent à l'e-sport régulièrement. Je crois que je vais m'y mettre avec mon PC Pentium 2. Je pense que c'est pas gagné. Chez vous, vous avez eu le temps d'inonder le forum. Laurent, tu as fait une bourde monumentale. Je te donne le gonzo de la mort, le gonzo de la honte. Et tu peux nous dire car quel janvier vient de la traversée de Paris, ok. Allez, je pense que ce que tu peux faire maintenant, c'est te téléporter, faire un voyage astral. C'est le thème de cette nouvelle rubrique Histoire et Nouvelles Technologies. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico. Bon, patron, on travaille sur quel dossier aujourd'hui avec Baptiste? Le déplacement du corps et de l'esprit. C'est parti. Si vous avez apprécié cette thématique, vous aimerez le livre Les Thanatonautes, un roman signé Bernard Werber, le film Inception de Christopher Nolan, Star Trek, les séries et les films, le manga Ghost Hound, le film qui fait froid dans le dos Insidious, le dessin animé Avatar, le maître de l'air, ou encore Enter the Void de notre français cinglé Gaspard Noé. Bon, patron, Baptiste et moi, on a trouvé pas mal d'informations concernant déplacer le corps et l'esprit. Je vais commencer, si tu permets, Baptiste, par le voyage astral. Le voyage astral est un phénomène qui est repris dans quasiment toutes les civilisations, principalement en Asie, un petit peu en Europe. En quoi consiste le voyage astral? En gros, c'est une séparation du corps et de l'esprit qui permettrait à l'esprit de devenir autonome et de faire son propre voyage. Imaginez une seule seconde, patron, si vous étiez seul dans votre lit, vous vous endormez et votre esprit quitterait votre corps pour aller visiter les lieux les plus fous de la planète. En ce qui concerne la science et les nouvelles technologies, pour le déplacement du corps et de l'esprit, je vais parler beaucoup de téléportation. Maintenant, patron, il est important de mettre le point sur plusieurs principes physiques, et notamment quantiques. En physique quantique, on peut dire qu'une particule est une onde. C'est une question plus de comportement que d'état. Après le voyage astral, il existe aussi ce qu'on appelle une EMI ou NDE. Patron, imaginez, vous avez un accident. Vous semblez mourir. Votre corps rapporte à votre esprit une histoire, une expérience de l'au-delà.
Est-ce que votre corps et votre esprit se sont séparés à ce moment-là? Ici, en France, on a un professeur, le docteur Charbonnier, qui est un spécialiste de l'anesthésie. Il explique assez facilement qu'il y a différents paliers de conscience. Est-ce que la NDE est un des paliers les plus bas de notre conscience? Est-ce qu'à ce moment précis, notre esprit quitte notre corps? En tout cas, le nombre de témoignages à travers la planète rapportent tous la même histoire. Maintenant, nous allons parler d'intrication quantique. Il faut savoir que dans l'univers, les particules, certaines particules, sont liées entre elles. Si vous modifiez l'état d'une particule, elle se retrouve simultanément modifiée à l'autre coin de l'univers. Par cette intrication, en réalité, ces deux particules n'étant qu'une particule, vous téléportez la particule à l'endroit où elle se situe, à l'opposé. Des scientifiques viennois ont réussi, en mai 2012, à téléporter un photon lumineux à 143 km de distance. Si vous voulez protéger une information top secrète, vous pouvez la téléporter instantanément à 143 km de distance. Il est totalement impossible d'intercepter l'information puisqu'il n'y a aucun chemin entre les deux. C'est une téléportation. Moi, je vais vous parler d'expériences aussi top secrètes qui ont été réalisées pendant la guerre froide, principalement par la CIA. Imaginez un médium, une personne qui aurait la capacité de faire ce qu'on appelle une projection astrale. En tout cas, la CIA pensait que c'était envisageable. Numéro 1, le personnage, au centre de la CIA, projette son esprit quelque part en URSS, exemple, dans un endroit où il pourrait y avoir un dépôt d'armement militaire. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un médium d'un côté et un récepteur de l'autre. Le médium va voir dans les yeux du récepteur. Les résultats montrent, en tout cas, ce que la CIA a laissé entendre dans des dossiers déclassés, que les résultats étaient probants. Deuxième test, ils vont mettre un médium et retirer le récepteur. Et là, pour le coup, le médium ou projecteur astral voyait très clairement des détails que même un satellite ne pouvait pas voir à l'époque. Est-ce que ce type d'expérience qu'on appelle capacité psychique existe-t-il toujours? La CIA, le KGB, toutes les organisations top secrètes du monde les ont étudiées et a priori continuent à les étudier. En conclusion, patron, ce n'est pas demain que nous pourrons nous téléporter comme dans Star Trek, Sliders ou encore Code Quantum, mais nous nous rapprochons véritablement de ces méthodes qui pourraient vraiment, demain, apporter des implications très importantes dans l'avenir de l'humanité. Nous espérons que ces informations, comme toujours, seront utiles à l'organisation. En tout cas, maintenant que je sais qu'on peut se téléporter et faire du voyage astral, et ben moi je reste sur ce plateau, c'est le moment d'aborder ma rubrique. Rubrique série télé avec David. Allez, je vous emmène en 1984 pour une série qui a duré jusqu'en 1986 et qu'on a découvert dans le Club Dorothée en 1987, c'est Punky Brewster. Punky Brewster, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fiche sur un plateau sur la culture geek? Et ben c'est pour aussi aborder avec vous les codes du sitcom. Alors par exemple, si on était dans un monde de sitcom, déjà, on serait tous comme ça. Quand je ferais une entrée en plateau, vous feriez... Si par exemple, RL mettait sa tête sur Seb... Et si par exemple je lui disais mon chien est mort. Ouais. Voilà, c'est une sitcom qu'on a pu voir sur NBC. Alors pourquoi je l'ai choisi, les amis? Alors je vais peut-être refaire un pitch. Non, ben, je vous le dirai tout à l'heure pourquoi j'ai choisi. Je vais vous faire le pitch, c'est l'histoire de Punky Brewster. Elle a été abandonnée, elle va squatter dans un appartement vide, appartement qui juxtapose celui de Henri Varnimont, qui est un vieux veuf ancien photographe, un photographe sur le déclin. Et on va voir quelques images tout de suite et vous allez vous rappeler du générique. Starring avec Soleil Moon Frye. C'est quand même un super prénom. Ça. Alors, Soleil Moon. j'ai un truc à dire dessus, c'est que c'est devenu une putain de bombe atomique. Alors là, c'est très bien que tu rebondisses là-dessus. Elle a joué dans quoi, cette meuf, maintenant? J'y pense depuis tout à l'heure. Dans Buffy, non? J'ai vu, on en parlait avec des potes il y a pas très longtemps, on regardait des images de elle, adulte. Oh là là. Et t'imagines, tu veux pas me dire que t'as pas cherché exprès, tu sais, sur Google. Regardez des images. J'ai tapé Soleil dans Google. Et vous les regardez vite fait, ça a pris une demi-heure. Voilà, exactement. Alors, Punky Brewster, de son vrai nom, Pénélope. Donc, ce qui est très touchant dans cette sitcom, c'est pas forcément les vannes. Les vannes, elles sont franchement hyper pourries. Ce qui est vraiment touchant, c'est cette histoire de cette petite fille
qui va finir par finalement séduire, mais dans le bon sens du terme. Attention, il n'y a absolument aucun truc sous-jacent au malsain. Ce vieux veuf qui va finir par l'adopter au fur et à mesure des saisons. C'est super touchant parce que moi, je trouve que quand je l'ai regardé, j'avais une dizaine d'années, et c'est le moment où tu as la peur de l'abandon. Et c'est vrai que la série commence, la sitcom commence, elle va au supermarché avec sa mère, elle sort du supermarché, sa mère s'est barrée. Le seul compagnon qu'elle a, c'est son petit chien qui s'appelle Bandy. Rappelez-vous, il avait un petit bandana. Et Punky Brewster m'a surtout aussi décomplexé complètement des vêtements que je portais à l'époque, parce que Punky Brewster, c'est 2 chaussures différentes, un jour publié, des petites couettes. C'est super facile l'adoption aux États-Unis. En fait, tu trouves un gamin, tu l'emmènes chez toi, tu l'adoptes. Ouais, alors ça, c'est Arnold et Willy, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Ouais. On remercie les Drummond et les Varnimont qui permettent aux enfants de trouver des foyers. Alors, je viens finir sur le cast, il y a un truc qui est absolument génial, c'est George Gaines, qui est pas un acteur le plus connu du monde, qui joue Henry Varnimont. C'est le commandant Lassard, non? Dans la série Exactement. Police Academy. Dans les Police Academy, et au départ, ça devait être Fred Gwynne. Alors, Fred Gwynne, ça vous dit petit rien. C'est Monster, c'est une vieille série des années 60, il jouait donc une créature, et NBC, quand ils ont vu... Frankenstein, presque. Oui, voilà, c'est ça, c'était un simili Frankenstein, et quand NBC a vu dans la liste des comédiens potentiels Fred Gwynne, ils ont dit, attendez, mais... Si c'est Frankenstein qui adopte une petite fille de 8 ans, ça va jamais passer. Donc, ils sont passés à George Gaines. La petite comédienne qui s'appelle Soleil Moon Frye. Alors, une anecdote qui va te plaire. Elle est atteinte d'une petite maladie, d'une grosse maladie, puisqu'à 15 ans, elle se retrouve avec un 110E. À 15 ans, elle a des gros seins, ça va te plaire. Non, mais c'est dramatique pour ce qui va se passer après, parce qu'elle va plus faire un seul casting. Les gens dans la rue la traitent de prostituée. 110E à 15 ans. Les gens se moquent d'elle dans la rue, elle peut plus faire un seul casting, au point qu'elle va devoir faire une réduction mammaire. Mais alors pour vous montrer à quel point c'est tortueux, Noël, en fait. Il y a eu des débats à la télévision américaine pour savoir si oui ou non elle devait faire cette réduction mammaire. C'est quand même surréaliste. Elle avait le soleil et la moule. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Oh. Et en épisode aussi qui est très touchant, il y a une grosse catastrophe spatiale, puisque je crois que c'est la capsule Challenger qui se crache. Et elle rêvait d'être astronaute, elle va être pleurée pendant tous les épisodes. Et c'est Buzz Aldrin qui va venir à la fin de l'épisode lui dire « Mais non, ma petite Punky Brewster, il faut que tu crois à ton rêve. » Voilà, c'était ma séquence émotion. Dernière petite anecdote avant de passer à autre chose. Punky Brewster, le nom vient d'une ex-petite copine d'un des patrons de NBC. Sauf que ça a été le branle-bas de combat. Voilà, rien à voir avec la poitrine de Soleil Moon. Mais c'était un bordel pas possible parce que les jurys se sont dit attendez, on peut pas utiliser le nom de quelqu'un qui existe sans qu'on ait fait signer un papier. Ça s'appelait Monkey Brewster. Non, ça s'appelait réellement Punky Brewster. Donc ils l'ont cherché partout, ils l'ont retrouvé, ils lui ont fait signer un gros chèque et elle apparaît d'ailleurs dans la série comme professeur de Punky Brewster. Ça c'est très drôle. Vous me demandiez dans quoi elle est apparue à partir du moment où elle a eu les seins un petit peu plus light. Elle est apparue dans Sabrina l'apprentie sorcière. Dans ma vie. Série où joue, alors je le précise, Melissa Joan Hart, qui avait été à l'époque, elle refusait dans le rôle de Punky Brewster. La boucle est bouclée. Chers amis, nous allons passer à autre chose puisque c'est le moment de François. Peut-être que François a regardé Punky Brewster, en tout cas, il va nous présenter un nouveau talent web. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Alors, comment faire pour être chroniqueur web sur Plus ou Moins Geek? 3 étapes. L'ouverture, comme ça. La blague. Je me suis assis et j'ai pété. Classique. Et enfin, on termine comme ça. Tout de suite, un talent web. Cet homme, c'est F Manga. C'est un pseudo. Nous ne devons pas dévoiler son prénom. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ça commence par un F. Il fait partie des nouveaux espoirs français de la réalisation issus du court-métrage. Mais comment as-tu commencé? Donc j'ai fait les Beaux-Arts. Ensuite, j'ai fait une fac d'art plastique. Entre-temps, j'ai travaillé pour AB Productions. J'ai fait de la pub, j'ai fait mes premiers clips chez eux. J'ai fait Coma, Misty Oldland. Et ensuite, après la fac, j'ai commencé à bosser pour Universal. Et plutôt, j'ai commencé à bosser pour Virgin, BMG et ensuite Universal. J'ai fait pas mal de pubs pour eux. J'ai fait beaucoup d'artistes internationaux, des gros artistes. Quelles sont tes influences? Mes influences ne sont pas que cinématographiques, hors les frères Scott et d'autres relativement importants. J'ai aussi été influencé par la peinture et la photographie. Dans la photo, notamment Robert Frank, et en peinture, Hooper, des gens comme ça. Parle-nous de ton court-métrage Deadline.
Deadline, à la base, n'aurait jamais dû se tourner. C'est-à-dire qu'au départ, je devais tourner un autre film qui s'est pas fait pour des raisons de production. Donc j'ai écrit Deadline avec Antoine Doll, qui est le co-auteur de ce film. Et on a tourné en 3 jours avec un mini budget, à peu près de 300 €. Il y a eu vraiment beaucoup de travail de post-prod parce qu'en fait, on a tourné en équipe hyper réduite. On n'avait pas de chef-op, c'est moi qui ai fait la lumière. C'est moi qui ai cadré, donc voilà, il y avait beaucoup de choses à rattraper en post-prod. I never did shit out of my life. I always thought that I would do the right things at the right time, that I would get the job done and everything would be okay. Pourquoi avoir tourné en anglais? Disons que la tradition française n'a pas encore vraiment intégré ce film de genre, que ce soit la science-fiction, que ce soit le film d'horreur, même si le premier film qui a été fait, le premier film français qui a été fait était un film de science-fiction, c'est Méliès, merci. La tradition a vite été absorbée par les Américains, par d'autres. Nous, on est, je ne sais pas si c'est une question de problème de budget, on est vraiment revenu à des films d'auteur, à des choses plus proche de l'humain, même si un film de zombies, c'est finalement assez proche de l'humain. Je trouvais que ça fonctionnait pas en français, en clair. Donc mes films ne sont pas ancrés dans la tradition française, encore une fois. Donc je trouvais qu'il était plus logique de tourner en anglais. Parle-nous du court-métrage suivant, répondant au doux nom de Solid. Grosso modo, c'est l'histoire d'un type, H, qui se retrouve pris à partie par des types. Il ne sait pas pourquoi. Il rencontre une jeune femme qui s'appelle Ilvi et qui lui dit qu'en fait, il détient un objet qui est crucial pour l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que c'est une sorte de balise qui va envoyer un signal pour une invasion extraterrestre. Dans la première écriture, j'avais pas l'ambition que j'y ai mis après. L'idée, c'était de faire un film de science-fiction parce que je suis très sensible à ce genre. J'ai rencontré Sedina Baldé, qui joue dans le film, et qui a pas mal de connexions en Chine. Voilà, le film s'est fait à Hong Kong, ce qui ajoute une atmosphère particulière au film. Peu de kung-fu. Quelles sont tes influences sur Solid? Bon, alors, la première influence de Solid, clairement, c'est Blade Runner. J'ai même introduit des petits sons directement samplés dans le film de Blade Runner. C'était mon tribute à Scott et à Moebius. J'ai aussi utilisé la parka transparente pour mon actrice principale. Voilà, c'était mon influence majeure dans le film. Comment vois-tu ton avenir? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est des films après, pas forcément des films avec des explosions, avec des morts, du sang, de la peur. Il faut juste que le scénario me plaise et j'ai envie de te dire, faisons-le, quoi. Même si j'ai écrit d'autres scénarios pour d'autres films à venir, pour l'instant, Solid, c'est la priorité. Voilà encore un nouveau talent qui émerge d'Internet. Alors, halte aux vidéos de chatons et de mamies qui tombent et place aux créatifs. On est revendicatif dans Plus ou moins Geek. Voilà, c'est aussi le boulot de Plus ou moins Geek, son devoir de mémoire, c'est de mettre en avant des réalisateurs de courts-métrages parce qu'on ne l'en voit pas tellement à la télévision. On enchaîne avec Franck. Franck, que nous as-tu sélectionné? Franck, c'est comme François. C'est Franck. Tout de suite, la shopping list. Bonjour à tous et bienvenue dans la shopping list. Ça fait flipper de caresser une boule de poil, ça fait un petit peu méchant de dessin animé, j'aime bien. Mais j'ai trouvé ça dans la rue et ça sent pas très bon. Ah, je me lavais les mains. Le musée Disney chez Glénat, un livre très intéressant qui mélange humour et histoire de l'art. Vous pourrez revisiter la culture artistique tout en ayant droit à des détournements de sculptures, de fresques égyptiennes ou même de peintures, partant de la préhistoire, allant jusqu'à la Renaissance pour finir sur des œuvres connues comme celles de Picasso, Magritte ou même Andy Warhol. Étant moi-même fan de l'art, j'ai envie de dire que c'est un coup de cœur de la shopping list. I love it.
Laurent Kessy vous conseille les ballons dirigeables rêve-t-il de poupées gonflables chez ActuSF. Entre fantaisie et fantastique, Karim Berouka nous propose un livre où le rire se mélange à l'effroi. Laurent vous dit que c'est de l'ancien chanteur Ludwig van 88, c'est drôle décalé et inclassable. Et maintenant, on va passer une petite sélection de shoujo à retrouver chez Glénat. Il y a tout d'abord Monochrome Animals, l'histoire d'une orpheline de 15 ans qui va se trouver dans un lycée de fauves, ou alors Princesse Sakura, encore une orpheline. Décidément, ils font que ça en ce moment ou quoi? Enfin bref. Elle va vouloir échapper à un mariage forcé, mais une nuit de pleine lune, elle va tomber sur un démon immortel qui voudra la tuer. Buffy contre les vampires chez Panini Comics. Si vous avez aimé la série culte de Josh Whedon Buffy contre les vampires, eh bien plongez-vous dans ce comics avec une 9e saison inédite et exclusivement en bande dessinée. Josh supervise l'écriture de cette BD, mais moi je vous avouerai que je préfère quand même regarder la série. Carabosse chez Le Lombard. C'est toujours la même histoire. D'abord Carabosse meurt, ensuite elle revient à la vie, ensuite elle est convoitée par des mecs, ensuite les mecs souffrent. Enfin bref, dans cette BD, les organisations comme la CIA ou des sectes dévouées à son culte vont remonter la source de cette légende. L'assassin qu'elle mérite, c'est chez Vent d'Ouest. Ce sont deux riches qui vont faire en sorte qu'un jeune homme pauvre nommé Victor soit transformé en ennemi de la société. Mais avant ça, ils vont le combler de richesses et de luxure avant de lui couper totalement les vivres. Victor va ensuite s'enfuir et tomber sur un mec antisémite. Et si vous ne savez pas ce que c'est ce mot, antisémite, eh ben je vous laisse découvrir ce petit documentaire de quelques secondes. En ethnologie, ce sont les peuples parlant une langue du groupe sémite. Ces peuples se situent principalement au Moyen-Orient, en Éthiopie, ainsi que l'Érythrée. Le mot a été forgé à partir du nom propre Sem, en hébreu Sem, en arabe Sem, ce qui signifie nom, renommée, prospérité, désignant un des fils de Noé. En conclusion, une personne antisémite n'est autre que quelqu'un n'aimant pas ce peuple. Donc vous l'aurez compris, être antisémite, c'est pas super. C'est pas bien quoi. Et si demain, les virus informatiques se transmettaient à l'homme ? En tout cas, c'est la question que se pose cette BD, Firewall, chez Grand Angle. Et pour lutter contre des cybercriminels, deux personnes sont sur le coup. Une craque en informatique et un lieutenant de l'armée. Encore une BD qui nous rappelle que nous allons beaucoup trop loin. Bambou a édité des BD de la famille pirate. Certaines personnes ont déjà pu voir les dessins animés. Moi, je me rappelle, j'étais vraiment gamin et je me dandinais comme ça en slip kangourou devant le générique. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, dans ce tome, sac à main, le croco de la famille va subir un entraînement intensif pour devenir un bon chien de garde. Le plan, chez Grand Angle, l'histoire de Gabi, une petite jeune de 18 ans qui va tricher au poker afin de pouvoir payer ses études. Bah ouais, tous fait ça. Hein. Un jour, elle va se faire coincer, mais un homme va la sauver et la prendre sous son aile, car il a besoin d'aide pour un casse d'exception qui nécessite une jolie fille. Devil May Cry, la première adaptation en BD du célèbre jeu vidéo, est à retrouver chez Glénat. Les chroniques de Virgile se déroulent quelques mois avant le jeu vidéo et ce préquel apporte de nombreuses informations sur des personnages emblématiques du jeu. Et moi j'adore. Et voilà, la shopping list c'est terminé, vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, on va retrouver l'équipe de plus ou moins geek. Oh mais c'est vivant ce truc. Wow. L'émission est déjà terminée, presque terminée, mais en tout cas, il y a une petite tradition maintenant dans cette émission, c'est le plus. À qui vas-tu donner ton plus? À la BD de Laurent, il y a des filles à poil. Ouais, un petit peu. Laurent? Punky Brewster, je vais aller chercher des photos sur Google. Coquine. Ça va être chaud. Seb? Nicky Larson. Le manga. Ah, merde. Le manga. C'était chaud, ça. Qui a pas joué à grand-chose. Fred? Moi, c'est Nicky Larson, le film Ring pour la scène de Street Fighter. Rurik? Et moi, c'est... j'ose pas trop le dire parce qu'elle n'avait pas encore ses gros seins, mais Punky Brewster. Moi, je trouve que City Hunter, Nicky Larson, voilà, tu m'as tellement battu pour que je parle du titre en version originale. Allez les amis, moi je vais aller me remater du coup Nicky Larson, mais vous pouvez poursuivre l'aventure sur tous les réseaux sociaux comme Geekbook, Geekter, il y a l'appli Geek, il y a le site internet, et vous... Il y en a un autre. Le forum. Le forum, bien évidemment. Le forum. Avant de se quitter, n'oubliez pas qu'il n'y a absolument aucun âge pour se revendiquer plus ou moins geek, oui. Et qu'un bon geek est un geek curieux. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Hello tout le monde!